Ico, Shadow of the Colossus, des jeux qui dépassaient le simple stade de ludiquement sympa à jouer, où on prend du plaisir. Là, il y avait carrément une histoire poétique, touchante, de la vraie émotion. Ico, ouais, c'est un jeu merveilleux. C'est ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un jeu d'auteur. Ça, c'est vraiment la force de la PS2, c'est d'avoir eu énormément d'exclusivité par rapport aux autres consoles, des exclusivités majeures. Je sais pas vraiment quel jeu je retiendrai de la PS2, peut-être parce qu'il y en a trop. Et finalement, on sait maintenant que c'est la console la plus vendue au monde. Parce que jouer sera toujours plus fort que nous, Sega lance Dreamcast, sa nouvelle console de jeu. Dreamcast, jusqu'à 6 milliards de joueurs. À la Dreamcast, c'est un énorme souvenir aussi parce que c'était la dernière chance, le dernier espoir de Sega de vraiment apporter quelque chose de différent. Il s'était raté un petit peu avec la Saturn, c'était une bonne console mais elle n'avait pas connu le succès que Sega espérait, donc c'était un peu le va-tout de Sega. J'ai beaucoup aimé la Dreamcast, j'ai trouvé que déjà elle avait un design... Elle avait un très joli design. Si tu la compares à la PlayStation qui ressemble à pas grand chose, la PlayStation 2 à l'époque, on dirait un espèce de radiateur. La Xbox c'est pareil, on dirait un chauffage d'appoint. Et ben la Dreamcast, elle a vraiment un super look, des très belles manettes, très originales. Vous pouvez mettre une cartouche mémoire dedans avec un écran LCD. Donc par exemple l'inventaire du personnage s'affichait sur l'écran, c'était super. La Dreamcast c'est la première console, on va dire un peu grand public, à être online. On pouvait jouer online avec des petits jeux. Bon évidemment à l'époque c'était ce qu'on appelle du RTC, donc c'était les lignes téléphoniques avec les pauvres modems super lents. Et graphiquement elle était magnifique. Tu prends Soul Calibur sur Dreamcast et tu le regardes encore aujourd'hui, il a quasiment pas vieilli, c'est étonnant. Sérieusement, bon ça a vieilli, mais pas tant que ça finalement. Il y en a certains qui sont juste magnifiques. Tu prends par exemple un Jet Set Radio, qui était un jeu entièrement avec un rendu cel shading, donc qui ressemblait à un dessin animé. Tu le remets aujourd'hui, ça passe nickel. Et puis à jouer, c'est toujours aussi jouissif. Il y a des jeux comme Shenmue qui ont vraiment marqué. Shenmue, c'est un jeu d'aventure où là vraiment on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a eu le Sonic sur Sonic Adventure sur Dreamcast. Il y a eu des trucs énormes sur Dreamcast. C'était une super machine. Vraiment. Putain, pourquoi elle a pas marché la Dreamcast, je voudrais bien le savoir. Je crois que ces gars, ils savent pas non plus. Sur la Dreamcast, on n'a pas eu cette débauche financière en termes de marketing. Et je pense que par rapport à la concurrence, et notamment Sony, ça a dû être un frein énorme pour les ventes de la machine. Il y avait une question de jeu parce que c'était quand même, dans l'esprit, les jeux étaient très bien, mais ils étaient vraiment très orientés gamer. Or, si on veut faire le succès d'une machine, il faut quand même ratisser plus large. C'est vraiment le truc à retenir dans l'histoire du jeu vidéo, c'est pas de jeu phare, pas de succès. Pas de bras, pas de chocolat. C'est la même chose. Sega, c'était son va-tout, la Dreamcast, et ça n'a pas réussi, donc Sega a décidé de se concentrer exclusivement sur le développement de nos jeux. Ils ont arrêté les consoles. Ça, quand on est joueur, forcément, ça a été un séisme. Moi, je disais à l'époque que personne ne pourrait plus lancer une console face à Sony et à Nintendo. J'avais oublié qu'il y en avait un qui avait les moyens quand même. L'arrivée de Microsoft dans le jeu vidéo avec la Xbox, ça marque un autre tournant de l'histoire du jeu vidéo, c'est évident. À cette époque, il y avait 3 acteurs, Nintendo, Sega, Sony. Les 3 étaient japonais. Le marché représentait des milliards d'euros, des milliards de dollars. Et c'était impensable qu'une société comme Microsoft ne rentre pas dans un marché qui correspond parfaitement à ce qu'elle sait faire et à ce qu'elle aime faire. Se lancer comme ça dans le jeu vidéo, c'était un signal que le jeu vidéo commençait à atteindre un public plus large et une certaine maturité. La Xbox, première du nom, elle a fait peur à pas mal de personnes, les gamers qui disaient « Ouais, mais qu'est-ce que Microsoft va faire là ?» Moi, j'étais pas hostile parce que d'abord, plus on est de fous, plus on rit. Donc moi, si on fait plein de consoles avec plein de jeux différents, je dis bravo, venez, welcome. La première Xbox, une vraie bouse.
Un truc pas beau, gros, une armoire bretonne. La machine était énorme, mais énormissime. Une manette gigantesque. Je sais pas si tu te souviens des manettes de la Xbox, la première du nom, les premières manettes, mais on aurait dit une console portable quasiment la manette, c'était terrible. À tel point qu'ils ont été obligés de refaire des manettes S, de taille XS, plus petites, pour les Japonais qui ont des petites mains et qui ont boudé la Xbox de façon magistrale. C'était une machine qui était vraiment aussi dédiée au online, et ça a bien marché avec le Xbox Live. C'est la première console qui vraiment te permet de jouer en réseau avec tes potes, d'avoir une liste d'amis, de pouvoir les contacter facilement, de pouvoir organiser facilement des matchs, pas en reliant des PC ensemble où c'est toujours un peu compliqué, aller sur des serveurs, machin, voilà. Et je crois encore qu'aujourd'hui, cette idée de pouvoir connecter la Xbox à Internet marque encore une petite différence entre Microsoft et Sony. Et je pense que Sony est un peu à la bourre et essaye rame pour récupérer l'avance prise par Microsoft. Et la Xbox, pour moi, bon, c'est Microsoft, donc c'est toute la puissance de Microsoft, tout le savoir-faire de Microsoft aussi. Alors du coup, c'est la première console qui bug, voilà. Sans être caricatural, c'est quand même une bonne console avec des jeux pour hardcore gamers. C'est vraiment la console du gros joueur, hein, la Xbox. Des jeux comme Halo, qui sont quand même superbes et magnifiques. Le Halo, j'avais bien bavé, quoi. Ça en jetait, ça le faisait vraiment, vraiment. Halo, c'est un jeu qui m'a réconcilié avec ce genre, bien particulier, très PC, parce qu'il avait été fait de manière, quasi parfaite en termes de rythme, d'univers. Je retiendrai aussi d'autres jeux comme Fable, dont le deuxième épisode est sorti sur 360. Donc là, c'est tout à fait aussi un truc qui m'enchante totalement parce que c'est un véritable univers travaillé dans lequel tu as envie de te plonger. Merci beaucoup. Mais franchement, c'était un lancement raté. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Bill Gates et des pontes de Microsoft pour sortir une machine à un prix qui était, c'était hallucinant. On pouvait presque s'acheter 3 Logan pour le prix de la voiture. Mais comment on peut se viander quand on a tant de dizaines de millions de dollars? Quand tu te dis qu'une boîte aussi grosse que Microsoft, qui a une réserve d'argent limitée, se dit je vais dans le jeu vidéo, je sais que je vais me planter, mais je vais mettre l'argent qu'il faut pour continuer et apprendre de mes erreurs, tu dis ça risque de faire mal quand même. La GameCube, moi je l'ai vraiment, je l'ai aimé. Je l'ai beaucoup aimé cette machine. C'est une console de Nintendo et c'est vrai qu'on peut leur faire confiance pour faire toujours des consoles très conviviales, des choses qu'on peut partager avec ses potes, quoi. J'aimais bien ce côté jouet, carré, rigolo. Je l'aimais bien, je la trouvais vraiment rigolote cette machine. Il y a un gros apéricube, je trouve ça assez rigolo. C'est pas la plus moche, c'est pas la plus jolie non plus, mais c'est pas la plus moche. Nintendo s'est toujours contenté de rester dans son monde de jouets. Pour moi, le jeu vidéo, c'est d'abord un jeu de société. C'est d'abord jouer avec des potes. Faire une soirée, être à 4 sur le canapé avec des manettes, se filer des coups de coude et voilà, c'est ça. C'est ça le jeu vidéo pour moi. Les jeux ont très bien vendu, tout au moins les jeux de Nintendo. Donc que ce soit Mario ou Zelda, forcément on retourne toujours à ses premières amours quelque part. Le Zelda qui avait réussi le passage en 3D, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de jeux 2D, hein, des grands jeux historiques 2D. Mario et Zelda, ils ont réussi à passer le cap. Vraiment, à titre personnel, quand j'ai du temps chez moi, je fais les Zelda, les Mario, les trucs Nintendo qui déboîtent. Mario Kart, c'est le jeu auquel j'ai peut-être le plus joué de ma vie, toutes versions confondues. Chaque fois qu'il y a une nouvelle console Nintendo, il y a un nouveau Mario Kart, et un seul. Il n'y a jamais eu 2 Mario Kart sur une seule console Nintendo, donc c'est un truc précieux. Donc on a eu celui sur GameCube qui était superbe. Vous pouvez jouer à 4, on pouvait être même à 2 sur le même kart. Enfin vraiment, il y a des trucs fabuleux.
il y a eu le fameux Resident Evil 4, et là, il n'y a plus rien qui existait. Absolument plus rien. Je pensais qu'il y a une seule chose, c'est rentrer chez moi, d'être avec ma manette GameCube. J'étais dans mon lit, il y avait mon bel écran en face de moi, et tout le monde m'appelait, viens, machin, ma petite amie m'appelait et tout. J'ai dû la larguer parce que je pensais qu'il y a une seule chose, c'est finir le jeu. C'est assez marrant de voir que Nintendo, à chaque fois qu'ils s'écartent de leur petit univers coloré, de tous ces petits bonhommes avec des gros nez, des champignons, etc., ils font un carton. Resident Evil 4, c'est un jeu d'horreur destiné aux adultes. Ça fait flipper. Hein. Moi, j'ai joué vraiment, je jouais tard le soir et des fois j'avais très peur. Voilà, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné même si c'était complètement à l'opposé de leur petit univers gentillet avec des plombiers moustachus et des champignons sauteurs. La GameCube chez Nintendo ne fonctionne pas. Je pensais, honnêtement, que ça allait être la dernière Nintendo. C'est-à-dire, je pensais que Nintendo allait subir le même sort que Sega. À côté du triomphe de la PS2, elle faisait triste mine quand même. Elle était larguée des kilomètres derrière. C'est une console aussi qui a pas réussi à redresser Nintendo après l'échec de la N64 et qui les a forcés, si tu veux, à se regarder d'une autre manière et à essayer d'avoir de nouvelles idées, de se reconcentrer sur ce qu'est vraiment Nintendo, c'est-à-dire l'originalité, la nouveauté et bien sûr, avant toute chose, l'amusement que tu retires. Can I play with it? Oh, when you're done. La PSP, j'étais très agréablement surpris au début. Grosse machine multimédia. À l'époque, on n'avait pas d'Arcos, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas de machine à tout faire. J'ai trouvé l'objet magnifique quand il est sorti. Moi, j'ai craqué pour l'objet. Et puis parce qu'aussi on pouvait aller plus loin que le jeu, on pouvait regarder du film, ça devenait vraiment l'objet multimédia. Comment moi je pouvais pas craquer, quoi, c'était pas possible. C'est le fantasme de la console portable de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Game Gear, de la Game Boy, etc., on fantasmait d'avoir une vraie console de salon dans la poche. C'est ça la PSP, c'est une PlayStation 2 dans ta poche, quoi. Pour moi, la PSP, c'est une pure console. En plus, tu peux jouer en réseau, etc., etc. Vraiment une console fabuleuse. J'ai vu Virtua Tennis, je me suis mis à genoux devant, moi. J'ai fait comme ça, Virtua Tennis, je peux l'emporter partout et tout. Et après, forcément, il y a plein de petites complications qui rentraient en jeu, le temps de chargement, le fait que Virtua Tennis, finalement, c'est peut-être un jeu que tu préfères jouer avec tes potes chez toi plutôt que jouer avec ta console portable. Le problème, c'est que les consoles, c'est surtout les jeux qui font le succès ou pas d'une console, et là, pour le coup, ça a été longtemps la disette. Moi, il se trouve qu'au niveau du jeu, parce que tu sais toujours ce qu'est le fond du problème, c'est une belle machine avec un écran superbe, la question n'est pas là, etc. Mais au niveau du jeu, je suis pas enthousiaste. Moi, je m'en servais exclusivement pour regarder des films dans l'avion, quoi. C'était un peu gênant pour une console de jeu. La DS, une console innovante avec un écran tactile, 2 écrans, un micro, aujourd'hui un appareil photo. Au début, j'ai joué avec le stylet. Pour moi, c'était très très dur. Ça ressemblait à un assistant personnel. Je trouvais pas ça forcément extraordinaire. Et au fur et à mesure du temps, en essayant les jeux, oh là là, encore une fois, ils ont réussi un truc de malade. Enfin, c'était une console pour ceux qui avaient peur des consoles de jeux, qui avaient peur du jeu vidéo. Toutes ces touches, ces boutons, c'était horrible, quoi. Les combos, les machins, c'est pas si évident que ça. L'idée était vraiment très bonne. Si tu veux élargir le public, tout ça, tu laisses plus la manette. Combien de fois on le voit quand t'as des gens qui n'ont jamais joué, de la famille, ou des gens, tu leur passes une console ou une manette, ils savent pas, ils arrivent pas. Alors que là, d'un seul coup, le stylet, c'est clair. À la fois, les gamers ont leur Mario Kart, on peut s'amuser, les petites filles ont leur petite Barbie.